Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime pour débriefer ensemble cette folle semaine UTMB que l'on a vécu tous ensemble et où on a eu la chance d'enregistrer un épisode exceptionnel en direct de Chamonix. Hâte de partager avec vous un épisode qui s'annonce une nouvelle fois dense et passionnant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui, suite à son abandon sur l'OCC, va devoir de nouveau prendre un dossard sur le 80 km des Templiers pour venger son honneur. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous. La forme est pas trop terrible. Je suis quand même un peu malade tous les 3 jours, donc je vais déjà essayer de trouver le pourquoi avant de reprendre l'entraînement. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller préparer une course, mais plutôt de me réathlétiser pour espérer peut-être un jour refaire des perfs de bon niveau, parce que j'ai pris une bonne claque à mon ego durant cette OCC, puisque j'ai eu toutes les peines du monde à suivre la tête de course féminine. Tu seras accompagné par celui qui est actuellement en plein stage d'entraînement avec l'équipe de France du trail du côté de Briançon. Mathieu Delpech, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va bien. Ma petite période de vadrouille se prolonge après une semaine à Chamonix. Je suis en effet descendu un petit peu plus dans le sud pour me délecter d'une semaine bien gourmande qui se lance avec l'équipe de France. Bien lancé avec une séance de PMA ce matin qui m'a vu atteindre des FC que je n'avais pas tapé, je pense, depuis le test maximum de début de saison qu'on a fait avec Brooks. Ça décrasse. Agréablement surpris de la forme ce matin sur ce type de séance au sein du groupe. De quoi faire plein de confiance. Je pense que ça va être une belle semaine. Enfin, celui qui est et qui restera pour toujours le meilleur kiné de France dans mon cœur, Théo Robin, comment ça va ? Ça va bien, retour au calme à la maison après 2 semaines bien chargées entre une itinérance dans le Keras et l'incontournable semaine UTMB qui semble cristalliser quand même de plus en plus chaque année, on en parlera un petit peu après. Et puis là, place à la rentrée, à la fin de saison, j'ai hâte. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui a essentiellement revêtu sa cape de manager de la Colibri Academy la semaine dernière, mais aussi d'expert commentateur pour une petite vidéo récit de course de l'OCC. On vous en reparle tout à l'heure. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Tout va très bien, bien reposé après cette semaine UTMB. La prépa Templier peut officiellement démarrer. Et là, je vais passer une petite semaine à la maison dans les Aravis avant de repartir en vadrouille du côté de la Bretagne et plus précisément des Côtes d'Armor, où je prendrai le départ du 50 km du trail de la Côte d'Emeraude le samedi 13 septembre. Mais avant ça, je vais m'octroyer quelques jours d'itinérance sur le GR34 entre Paimpol et Saint-Brieuc. D'ailleurs, si certains de nos auditeurs et auditrices sont dans le secteur, n'hésitez pas à me contacter si vous avez de la place pour m'héberger. Si ça peut m'éviter de me retrouver dans des auberges de jeunesse un peu miteuses, ça m'arrangerait. Avant qu'Alex nous donne le sommaire de cet épisode, je me permets, comme à l'accoutumée, de vous rappeler quelques petites choses. D'abord, si vous voulez suivre l'actualité du podcast plus en détail, avoir les extraits, puis même parfois des petites infos exclusives, je vous invite à aller liker notre page Instagram, ça nous soutient beaucoup. Vous pouvez aussi noter notre podcast sur votre plateforme d'écoute. Et puis, ce qui nous aide le plus, c'est quand même partager les épisodes, en parler autour de vous. Merci d'avance. Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par quelques actus pêle-mêle avant de vous raconter comment s'est passée notre semaine UTMB de l'intérieur, puis on reviendra sur les faits marquants qui ont retenu notre attention durant cette folle semaine et sur lesquels on souhaitait revenir avec vous. Pour revenir sur la partie sportive, nous aurons l'immense honneur de recevoir celui qui a réalisé l'une de ses plus grandes performances en carrière, le 5e de l'UTMB, Thibaut Garivier. Puis pour aborder la partie développement et évolution, parfois controversée de l'événement sur les parties médias et influence, nous recevrons Viva Demoustier, traileuse avertie et chef de projet RSE au sein de l'UTMB Group, qui a elle aussi vécu intensément la semaine UTMB et qui va nous apporter son regard sur l'événement et les enseignements qu'elle en retire. Une discussion ouverte et transparente sur un événement qui évolue d'année en année et qui laisse penser parfois que le business et l'influence prennent le pas sur la performance sportive. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, épisode 28, c'est parti. Jingle. Le Trail qu'on aime, épisode 28. Allez, juste avant qu'on vous explique un petit peu comment s'est passée notre semaine UTMB de l'intérieur, on était quand même obligé de revenir sur quelques actus marquantes sur 2 très gros événements qui ont lieu juste avant la semaine UTMB. Le Grand Raid des Pyrénées et l'Échappée Belle, où l'on a vu de très grosses performances, avec notamment du côté de Saint-Lary-Soulan et Vieillor, la victoire et le chrono stratosphérique réalisé par Gwendal Moisan sur le format 160 km qu'il a remporté en 21h49 devant le local Baptiste Agnières. Chez les femmes, victoire de Jocelyne Poli en 27h40. On a aussi vu la démonstration d'une nouvelle pépite sur le Tour du Néouviel, Clément Lalba, ancien cycliste, qui a explosé le record du parcours en courant les 44 km et 2600 mètres de dénivelé positif en 3h46 minutes. Victoire d'Amaya Bougnol chez les femmes. Puis enfin, sur l'Échappée Belle, du côté de Beldon, on a aussi assisté à une démonstration sur le format phare de 150 km avec la victoire de Vincent Esmiol, lui aussi ancien VTTiste,
qui dans des conditions plutôt favorables est venu améliorer le chrono réalisé par François Den en 2023. Victoire chez les femmes de Julia Arny en 34 heures. Et puis là aussi un nouveau chrono référence sur le format 90 km réalisé par Arthur Joyeux-Bouillon et Elliot Trétuli qui sont arrivés main dans la main en 13h47. Victoire chez les femmes de Lorna Bonnel en 17h. Et puis à noter aussi la très belle victoire de Johan Bojar sur le format 40 km. Une nouvelle épreuve de l'événement depuis l'an dernier où il a amélioré le chrono, la marque de référence de 25 minutes. Et on a assisté à la victoire chez les femmes de Claire Jacquin-Porretta en 5h06. Deuxième petite actu de mon côté, une actu qui fait pas forcément plaisir, qu'on n'a pas trop entendu dans les médias francophones, mais il y a eu quand même un très gros scandale de dopage dans le trail autrichien. Ça n'a pas été trop couvert ici, mais voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est le deuxième meilleur au ranking ITRA de l'Autriche, Dominique Matt, qui, pour la petite anecdote, m'avait déjà battu sur une course au Tour du Tyrol notamment. Il avait 877 de cote ITRA et là, il a été suspendu le 18 août. La commission juridique antidopage autrichienne a annoncé sa suspension immédiate. C'était le champion d'Autriche de trail marathon. Il a été contrôlé positif aux 80 km du Lavaredo en juin dernier où il avait pris la deuxième place et signé sa meilleure performance avec un score de 905. Il a été pris pour l'utilisation de testostérone d'origine exogène et du furosémide qui est aussi un diurétique souvent utilisé pour masquer la prise de produits dopants. De son côté, il affirme devoir prendre ces substances pour des raisons médicales, mais il souligne aussi qu'il ne souhaite pas donner plus de détails pour des raisons de protection de vie privée. Et il explique que les instances en étaient informées, mais il n'aurait pas pu obtenir une AUT. Selon ses dires, réservé en Autriche aux athlètes appartenant au groupe contrôle, et lui, il n'a pas pu en bénéficier. Il se retrouve suspendu après sa course en Italie. Et apparemment, l'entraîneur national autrichien, responsable des équipes nationales, il était au courant. Et je peux vous dire que ça a fait grincer les dents pas mal d'athlètes qui avaient déjà couru pour l'équipe d'Autriche que des trails pratiques supposées médicales soient couvertes par des personnes haut placées dans la fédération, mais sans passer par les systèmes classiques d'AUT. Donc là, il était notamment dans les favoris de la CCC. Évidemment, il n'a pas pu prendre le départ. Affaire à suivre. Merci Mathieu. Et puis on voulait revenir, comme je vous l'ai dit, dans le sommaire avec vous sur comment chaque membre de l'équipe a vécu sa semaine UTMB de l'intérieur. Et on va commencer tout de suite par Théo. Il me semble que je l'avais dit rapidement lors de l'épisode hors série qu'on avait enregistré du coup le mercredi. Mais du boulot, on a fait des soins et des suivis de courses pour l'académie du lundi au mercredi parce que les jeunes étaient sur 3 courses. La MCC le lundi, le TC et la YCC le mardi et la YCC revanche le mercredi. Et ensuite, c'était plutôt cool, presque vacances. C'était plutôt du plaisir, voir quelques connaissances, suivre les courses. Poncer le live YouTube évidemment, puis en plus il était vraiment d'une grande qualité. Et puisqu'on n'en avait pas assez, le dimanche avec Gauthier, on est allé bosser à Chambéry pour peaufiner la préparation de notre formation sur la prévention et la musculation du coureur. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, je fais une petite auto-promo, il reste 3-4 places pour la première édition les 9 et 10 octobre à Lyon. Nico ? Bah moi la semaine, comme je l'ai dit dans l'épisode hors série, elle avait pas super bien commencé parce que j'ai passé 24 heures au lit le mardi. Ensuite, mercredi, une journée quand même assez active en veille d'OCC avec plusieurs activations et divers rendez-vous. Jeudi, l'OCC qui s'est pas terminé comme attendu, mais finalement à l'allure où je me suis déplacé m'a pris à peu près le même temps que si j'étais allé jusqu'à Chamonix. Et puis une petite nuit de récupération et puis un suivi UTMB pour accompagner Thibaut qui est quand même costaud parce que ça fait passer quasiment une nuit blanche. Alors il y a quelques petits moments de battement où on peut se reposer, mais globalement c'était pas évident et notamment la partie où il faut conduire entre Courmayeur et la Foulie puisqu'on allait voir Thibaut à la sortie un petit peu du Grand Col Ferré à la Foulie puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'ils ont vu personne donc c'est toujours sympa un peu de voir des visages familiers à ce moment-là, mais voilà vraiment quelque chose de super sympa et puis après toujours un petit peu pour moi se donne un peu en fin de le dimanche avec vraiment cette impression que l'édition d'avant c'était il y a quelques semaines parce que ça on a la chance avec Mathieu depuis 4 ans d'aller au même endroit donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être chez nous quand durant cette semaine-là donc voilà toujours pas évident de retrouver la vie normale après cette semaine à 100 à l'heure.
De mon côté, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre entre profiter de la semaine UTMB et de ses folies sans que ça dégrade trop la qualité de mes entraînements et de la récup. C'était parfois assez millimétré, je l'avoue, mais j'ai fait toutes mes nuits à plus de 8 heures de sommeil et des bonnes séances, donc ça c'était parfait. J'ai pu faire une belle sortie longue de 6 heures en début de semaine avec les collègues de l'équipe de France de très long. On est allé dans le massif des Aiguilles Rouges et il y a du caillou, donc ça c'était pas mal pour préparer Canfranc. Et le mercredi, c'est la journée où j'ai mis toutes mes activations avec notamment, évidemment, en point d'orgue notre hors-série du LTQA en public. C'était une super expérience, c'était un beau moment de partage aussi avec nos auditeurs. Si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à aller l'écouter, même si on était centré sur la CCC et l'UTMB. Je pense que vous pourrez quand même y récolter des conseils généraux pour vos prochains ultras si vous êtes curieux. Et puis le jeudi, on a fait le suivi de l'OCC cette fois-ci en intégralité. C'était cool, peut-être une des courses les plus folles à suivre de la semaine. Je pense avec une tension jusque dans les tout derniers kilomètres, que ce soit sur la course homme ou la course femme, rien n'était joué jusque dans les tout derniers instants de la course. On était là avec Alex, on a tout filmé. Alex, on nous a fait un petit commentary en direct. Donc n'hésitez pas à aller voir ce petit récap de course sur YouTube pour vivre la course en immersion de l'intérieur et pour vous rendre compte un petit peu de l'intensité des élites sur ces parcours, que ce soit chez les filles ou chez les gars. Et puis sur la fin de semaine, de beaux entraînements pour suivre un petit peu la CCC et l'UTMB, mais sans excès. Donc je pense que la semaine du FOMO, pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, c'est la peur de rater des choses, parce qu'il se passe tellement de choses à Chamonix. Quand on est la semaine là-bas, on a toujours peur de manquer des grands moments de course ou de manquer des grands événements. De mon côté, je pense qu'elle a été plutôt bien gérée et je suis content de tout ce que j'ai fait. J'ai pas l'impression d'avoir raté grand-chose. Ouais, et puis de mon côté, une semaine décomposée un petit peu en deux parties, comme Théo le disait, puisqu'on était tous les deux sur la partie académie en début de semaine, lundi, mardi, mercredi. On a pu assister à de très belles performances de nos colibris, donc c'était vraiment très chouette. Et puis après une deuxième partie de semaine un peu plus light avec le suivi de course réalisé avec Mathieu qui était très 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 cool. Quelques activations avec les partenaires et puis quand même une petite soirée le jeudi soir. Et ouais, c'est toujours une immense joie d'être présent sur Cham à cette période de l'année. Je pense que j'ai pas loupé une semaine UTMB depuis ma première participation à la YCC en 2016. Donc ça remonte un petit peu, donc c'est quand même assez cool de voir l'évolution de l'événement, même si on y reviendra tout à l'heure. Il y a quelques petits éléments qui nous plaisent un peu moins, mais bon, ça fait partie aussi du développement de la pratique. Et d'ailleurs, en 2016, c'est là où je t'avais rencontré, Mathieu. On en a reparlé un petit peu, mais c'est la première fois qu'on s'était vu. Et puis voilà, toujours aussi un énorme kiff de croiser. C'est qui avait gagné la course? C'était toi, je crois, qui avait gagné la course. Merci. Voilà. Et puis voilà, non, un énorme kiff de croiser toujours autant de têtes connues. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore, croiser les gens, échanger, s'arrêter toutes les 5 minutes et discuter avec des gens que tu vois finalement très peu tout au long de l'année. C'est aussi l'occasion de revoir pas mal de gens qu'on n'a pas vu depuis quelques années, donc c'est toujours super chouette. C'est assez fou justement la diversité de gens qu'on peut croiser, que ce soit les athlètes, on se balade. Je me souviens en me baladant le vendredi matin, croiser Caleb Olson qui marchait dans la rue. Enfin, c'est toujours quand même super chouette. Et puis comme tu l'as dit, moi j'ai toujours la peur de louper des choses, et ça c'est ce qui fait que je vis toujours la semaine très intensément, et qui fait que quand je rentre chez moi, ça, il y a toujours une petite difficulté à revenir à la réalité, mais c'est comme ça que j'aime vivre les événements, et la semaine UTMB pour ça c'est vraiment énorme. Et puis voilà, comme d'hab, c'est passé trop vite et on a déjà hâte d'être l'année prochaine. Les amis, on va pouvoir passer désormais aux faits marquants que l'on a retenus sur cette UTMB, sur la partie sportive, celle qui nous intéresse le plus. Et on avait envie de démarrer avec la victoire bien sûr de Tom Evans et de Ruud Croft. Et au-delà de leurs performances qui ont été assez incroyables, on a vu pas mal d'analyses d'observateurs qui ont déduit de leur victoire que la science et la data étaient un petit peu en train de prendre la place sur le reste. Et moi j'aimerais vous faire réagir à ça. Personnellement, j'avoue que ça m'énerve un petit peu parce que si on prend un petit peu de recul sur les performances de Tom et de Ruud, on sait toutes et tous que les victoires, leurs victoires, elles sont avant tout liées quand même à l'expérience et à leur connaissance de soi. Donc certes, ces athlètes ils sont ultra professionnels, ils laissent rien au hasard, et la data est sûrement venue les aider à obtenir quelques gains marginaux pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Encore que, si on analyse un petit peu, et Nico t'en parlait sur notre conversation en off, Ruud Croft, elle fait quand même un chrono moins bon que l'an passé, en sachant que le parcours de cette année, sans les pyramides calcaires, était plus court d'environ 30 minutes. Et puis Tom Evans, on sait qu'il reste quand même sur 2 DNF en 2023 et en 2024. Donc je sais pas si la data l'a aidé à
à gérer sa frustration des 2 derniers DNF, mais en tout cas c'est sûr qu'il devait avoir envie de réaliser une très grosse performance suite à ces 2 DNF les 2 dernières années. Donc voilà, moi j'aimerais vous avoir un petit peu vos retours, notamment le tien Nico sur cette partie data et à quel point elle peut être importante pour les athlètes, parce qu'on voit quand même beaucoup de posts actuellement où on dirait que c'est la révolution et que c'est ça et seulement ça qui aurait permis aux athlètes de remporter la course. D'abord, je crois qu'il faut dire que je pense que n'importe quel entraîneur utilise un minimum de data, ne serait-ce que pour savoir comment se situe son athlète en termes de forme. Il y a forcément certains types de data qui sont regardés, c'est obligatoire. Alors moi, je pense que dans un premier temps, on est quand même un peu biaisé en tant que francophone parce que il y a tout un écosystème autour de Tom Evans et Ruth Croft avec des staffs. Ils sont pas dans la même équipe d'équipementiers, mais ils ont le même entraîneur. Je crois qu'ils ont le même. Je sais pas si on peut dire que c'est leur nutritionniste, mais en tout cas le labo avec qui ils travaillent pour faire les tests sur la nutrition. Donc ils ont tout un écosystème autour d'eux qui est hyper professionnel. Je pense que ça fait clairement partie du top 5-6 dans le monde en termes de professionnalisme et de travail et d'optimisation de la performance via la science, en sachant que globalement tout le monde travaille avec un minimum de science parce que tout ce qui est quand même appliqué a souvent été validé par des travaux scientifiques derrière. Donc bon, des fois le terrain est en avance sur la science, et puis des fois la science apporte des choses en plus. Mais très clairement, je pense que on demandera son avis à Thibaut notamment, qui était un peu dans la même situation que Tom, c'est-à-dire voilà plusieurs UTMB derrière lui. Bon bah je pense qu'à chaque UTMB, utilisation ou non de data, on apprend des choses et on a forcément plus de chances d'être performant les années passant. Et pour moi, Tom Evans, j'ai envie de le mettre un peu dans la même catégorie que Jim Wamsley. C'était un peu bon, quand est-ce qu'il va gagner, quoi. Et c'est pas est-ce qu'un jour il va gagner, c'était plutôt voilà quelle année ça va s'aligner. Et voilà, on sait que c'est peut-être ce qui a fait que certains athlètes étaient complètement exceptionnels dans la décennie précédente, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à être aussi souvent à leur meilleur niveau pour gagner. Peut-être aussi qu'aujourd'hui la différence c'est qu'il faut être un peu plus fort aussi pour aller claquer la gagne parce qu'il y a de plus en plus de coureurs. Alors bon, ça là, c'est pas le parcours intégral. Bon, t'as dit 30 minutes, je pense que c'est plutôt 20 minutes de différence cette année. Mais voilà, ça à mon sens. Alors après, bon, c'est toujours dur à évaluer les conditions météo et tout ça. C'est ça peut-être que la data, c'est là-dessus qu'on pourrait travailler. La météo était quand même assez favorable dans la partie finale cette année. Bon, par contre, ils ont eu des conditions quand même assez apocalyptiques en début de course. Donc bon, peut-être que ça s'équilibre avec une année pas trop caniculaire. Mais voilà, après, on n'est pas du tout anti-data ici. C'est juste que, voilà, si on parle du cas que tu as évoqué, je pense qu'on a un peu un biais, que ce soit moi ou Mathieu, par rapport à certaines choses qu'on a vues, rendues publiques, puisque ce qui est fait avec les athlètes, on n'en sait rien, qui font que on a du mal à accorder notre confiance à ce qui peut être dit, parce que quand on parle juste de choses, bah, on peut vendre beaucoup de rêves. Concrètement, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Après, j'aimerais juste avoir la chance de les voir en vrai pour voir qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça pourrait améliorer. Mais je pense que ça serait intéressant d'aller de demander à Thibaut qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher dans les datas de plus pour améliorer sa performance. Théo? Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec Nico. Je vais pas répéter ce qu'il a dit, mais c'est vrai que derrière chaque athlète, ce qu'on voit peu, c'est tout le staff qu'il peut y avoir, un côté santé, un côté performance. Nico, il en a dit certains, mais voilà, un suivi médical, et bah, sûrement sur plusieurs saisons, un entraîneur qui est là depuis longtemps, un préparateur physique, un kiné, un podologue, un nutritionniste, je sais pas, enfin, en tout cas, tous les membres du staff, c'est ça, en fait, le fait qu'un staff travaille en synergie qui permet aux athlètes de progresser. Et c'est pas parce qu'il y a une nouveauté que ça change absolument tout. Il faut faire attention à cette mode un peu de cherry picking, de choisir juste la nouveauté qui brille un petit peu et dire que c'est ça la solution. Sûrement que ça apporte des petits gains qui sont essentiels sur ces niveaux de performance-là. Mais il faut pas oublier aussi toute la base et tous les fondamentaux qui sont réalisés depuis des années. Et au final, c'est des athlètes qui sont exceptionnels, qui s'entraînent depuis des années, qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est aussi ça qui leur permet de performer. Il faut pas se centraliser que sur la nouveauté de une de saison qui reste quand même intéressant. Ouais, puis 2 athlètes, tu l'as dit, exceptionnels, qui ont réalisé quand même des perfs exceptionnels. Et pour les 2, une première victoire à l'UTMB. Et Mathieu, tu voulais quand même revenir, rappeler un petit peu le palmarès de Ruth Croft qui commence à rentrer petit à petit dans la légende.
Bon, c'est sûr que celui de Tom Evans est pas mal non plus, mais Ruth Croft, elle a quand même, elle commence à rassembler un nombre de courses et puis surtout des courses très différentes à son palmarès. Elle a quand même gagné, elle fait partie de, je pense qu'il y a que Xavier Thévenard qui a fait ça, qui a gagné les 3 courses majeures de la semaine UTMB. OCC, CCC, UTMB, et puis je pense qu'à l'époque de Xavier, il y avait quand même un petit peu moins de concurrence que ce que l'a fait Ruth plus récemment. Et puis elle a aussi gagné les Golden Trail Series, elle a gagné la Western States. Il lui manque plus que le championnat du monde. Elle a obtenu une médaille d'argent au Portugal en 2019. Je pense que ce sera pas pour cette année puisque les mondiaux sont dans 3 semaines et demie, mais c'est quand même exceptionnel le palmarès de Woodcroft. Elle a aussi fait énormément de perfs en skyrunning. Je sais pas si elle a déjà gagné le circuit au global, mais elle a gagné un paquet de courses en skyrunning. Donc c'est une athlète très complète et je voulais le ressouligner ici parce que on parle souvent, on aime bien dans notre sport essayer, ou enfin dans beaucoup de sports, je pense essayer de donner un petit peu les GOAT, les greatest of time, les meilleurs athlètes de tous les temps. Et on cite souvent Courtenay sur l'ultra, mais je pense que sur le trail en général, Rousse est pas mal pour être candidate pour le trail, le sport en général. Et puis on a pu assister quand même à 2 grandes premières, 3 coureurs chinois dans le top 10 hommes UTMB. Depuis le temps qu'on nous parlait des Chinois et de leur qu'ils allaient conquérir un jour l'Europe et l'ultra, eh ben on peut le dire que alors ils ont pas encore gagné la course, mais quand même placer 3 coureurs dans le top 10, c'est quand même assez costaud, avec Jidu à la 4e place, Jia Shengchen 8e et puis Jiaju Zhao à la 10e place. Et puis deuxième grande première, on a pu assister à la première victoire, alors non pas africaine, mais plutôt est-africaine, avec la Kenyane Joylin Chepengeno qui s'est emparée de la victoire sur l'OCC, et une OCC qui a été marquée par une densité assez exceptionnelle, et on a eu un suspense haletant puisque la course c'est quasiment joué au sprint entre Joylin et la chinoise Miao Yao, puisque seulement 1 minute d'écart les sépare à l'arrivée, et elles ont fait la course quasiment ensemble à se mettre des grandes attaques toute la course, donc c'était super intéressant à voir, et surtout elles ont respectivement terminé 27e et 28e au scratch. J'ai pas vérifié la cotation qu'elles avaient, enfin en tout cas le classement qu'elles avaient par rapport à la cotation au début de course, mais en tout cas, c'est sûr qu'elles n'étaient pas 27e et 28e cote. Elles étaient même en début de course au niveau du classement, on était plutôt autour de la 80e place parce que j'ai eu la chance de vivre la bataille en direct pendant je pense 40-45 minutes, et honnêtement c'était vraiment impressionnant. J'en ai pas mal parlé après la course, Matt il était dans le chalet, mais genre je courais à 17 km/h en descente et je me faisais déposer, je pense qu'elle courait à je sais pas, 18 et demi, c'était vraiment ultra impressionnant. Je me suis dit, ouais, c'est n'importe quoi, elles vont jamais tenir. Et puis bon, j'ai vu qu'à l'arrivée, elles avaient fait 1 et 2, donc elles ont bien tenu. Ouais, puis il y a pas mal de scènes sur le live où elle dépose des gars super costauds en boss notamment, c'est assez impressionnant. Donc le top 10 femmes sur cette OCC se tient en 30 minutes. Je pense que ça doit être une première aussi, j'ai pas pris le temps de vérifier, mais un top 10 femmes en 30 minutes, c'est assez stratosphérique. Et là aussi une énorme densité sur la CCC, puisqu'on a failli assister à un sprint entre la vainqueur polonaise Martina Mlinarczyk et la norvégienne Silvia Nordskar. 18 secondes seulement les séparent à l'arrivée, après un fight d'anthologie à 4 avec Anna Tarasova et Blandine Lerondelle. Là, le top 5 se tient en 20 minutes. Et elles aussi, du coup, Martina et Silvia font top 30 au scratch. On repasse rapidement sur l'UTMB où on a aussi vu une ovni sortir de nulle part, Maëlle Deruaz, qui a terminé 5e de l'UTMB en 24h43. C'est une athlète de 31 ans, originaire de Savoie, qui travaille sur Paris dans la finance. Moins de 700 de cotation ITRA. Des ultras à son actif seulement depuis 2023, avec une victoire sur le Trail du Saint-Jacques format 100 max et une 2e place sur le 100 km de la Maxi Race en mai dernier, derrière Magali Melon, qui a elle terminé 6e de l'UTMB, si je me trompe pas. Et c'est une athlète qui vient du triathlon et qui a connu en 2023 une année assez fantastique, puisqu'elle a remporté l'Ironman de Nice et elle est devenue championne du monde d'Ironman dans sa catégorie d'âge. Alors malheureusement, ne cherchez pas son nom sur les réseaux, elle a pas de compte Instagram et elle a pas... il y a une source que je connais qui la connaît très bien qui m'a dit que ça allait pas être dans ses projets de se créer une page Insta, donc Maëlle va sûrement continuer à rester dans l'ombre, et à la fin de son année 2023, sur un article que j'ai retrouvé, elle avait déjà annoncé qu'elle ferait de l'UTMB l'un de ses grands objectifs, donc on peut dire qu'elle a amplement réussi ça. Voilà, et puis j'avais une petite question avant d'accueillir notre invité Thibaut Garivier. Pour vous, les amis, quelle est la marque qui compte le plus de top 10 sur OCC, CCC et UTMB? J'ai vu passer cette petite news.
Donc voilà, je vais vous demander un tour chacun de me dire quelle marque vous pensez qui a glané le plus de top 10 sur chacune des 3 courses avec ses athlètes. Nico, d'après toi? Alors moi, j'ai pas cherché parce que je connais presque tous les top 10 de tête, donc j'aurais pu les compter, mais je me suis fié à mon impression des résultats et tout. Alors je suis peut-être biaisé, je dirais Oka. Mathieu? Moi, je pense que, pareil, juste l'image globale qui me ressort, c'est vrai qu'Oka a été fort, mais aussi ASICS a mis pas mal de gars dans les top 10, donc c'est peut-être eux. Théo? Ouais, moi j'aurais aussi une préférence pour Oka, je pense, vu les podiums en tout cas. Les top 10, je les connais pas par cœur, mais vu les podiums, Oka. Bon, vous avez bien suivi votre semaine UTMB, puisque Oka s'en sort avec 16 coureurs et coureuses dans ses top 10, suivi de Salomon à seulement 8 coureurs. On a ASICS en 3e position avec 7, Adidas avec 4, et ensuite on a pas mal de marques avec 2 top 10. Et On, qui est l'une des marques qui grimpe de plus en plus et qui a de plus en plus d'athlètes, n'a réussi qu'à mettre 2 athlètes dans les top 10 sur les 3 courses. Donc voilà, quand même une grosse domination de la marque Oka. La marque qui est partenaire de notre invité du jour, Thibaut Garivier, que l'on va pouvoir recevoir. C'est forcément une grande performance qui nous a marqué. Premier français sur l'UTMB, un ami fidèle de Nico, dont d'ailleurs tu as pu faire l'assistance, l'un des athlètes peut-être les plus fiables sur le circuit trail depuis de nombreuses années. Thibaut Garivier qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous. Thibaut, comment ça va et comment vont les jambes? Salut à tous, merci pour l'invitation. Écoute, ça va, je suis rentré à la maison. Cette semaine, j'ai pris des vacances, donc je suis tranquille à la maison, rien à signaler, je me repose. Je fais un peu des petites affaires à la maison, mais je suis cool là, pour préparer l'entrée de Mathéo à la crèche. Du coup, on va revenir sur sur ta performance. Mais juste avant, si toi, t'avais une perf qui t'avait marqué durant la semaine UTMB, je sais pas si t'as eu un peu le temps de suivre un petit peu les courses ou de voir au moins les résultats. Est-ce qu'il y a un résultat qui t'a particulièrement marqué? Non, c'est un peu dur un résultat, mais je dirais que j'ai quand même été marqué par plusieurs choses. Enfin, au moins 2 choses. Ouais. Je pense que c'est le niveau des femmes sur l'OCC et sur la CCC. Je dirais ces 2 choses-là, en fait. Ouais. Le niveau et la densité, franchement, cette année, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment, vraiment fort, quoi. Par rapport, par exemple, à l'UTMB, où c'est vrai que les années d'avant, on a eu quelques super perfs. Cette année, c'était quand même moins fou. Aussi bien la perf de Woodcroft que finalement le top 10. Et voilà. Après, bah, c'est vrai que Tom Evans fait quand même plus ou moins le record de l'UTMB, donc c'est quand même une belle perf aussi. Je pense que toi qui es un peu plus chez Oka, donc tu du coup connais un peu plus les coulisses, je pense aussi que la perte de Jim quand même, toi qui as connu un petit peu de l'intérieur sa prépa, c'est quand même assez exceptionnel parce que ça fait pas des mois qu'il prépare la course, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bah, on a fait le stage à cheval sur les dernières semaines de juillet et la première d'août, et clairement, il a fait demi-tour à un footing quand on a fait une quinzaine de kilomètres, il a fait demi-tour au bout de 8-9 kilomètres parce que il reprenait quand même à s'entraîner pour pas faire trop de charge. Donc, bon, à la fin des 2 semaines, il a réussi à faire une belle séance avec Francesco. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas s'il avait même pas un mois d'entraînement dans les jambes en comptant l'affûtage. Ouais, c'est ça qui est quand même assez fou de remporter l'OCC avec cette prépa, c'est vraiment un athlète exceptionnel. Bon, je pense qu'il a quand même une telle marge, et puis effectivement, la modification de parcours a dû quand même jouer un petit peu en sa faveur, parce que c'est vrai que vu la physionomie de course finale, peut-être que sur une dernière descente, il aurait peut-être perdu sa place. Ouais, puis on a vu il avait été quand même, c'est rare qu'il exprime autant sa joie sur une arrivée, même quand il a remporté l'UTMB, il était presque moins content que quand il est arrivé là sur l'OCC. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial de le voir comme ça. Il a célébré avec le public. Je pense qu'il en a tellement chié et peut-être qu'il s'attendait pas à être aussi en forme, comme tu l'as dit après la prépa, que effectivement il a dû bien savourer sa victoire. Je sais pas si tu l'as eu après, Thibaut, par message ou quoi, mais En fait, ça fait une quinzaine de mois qu'il a cette blessure. C'est la même chose qui l'a empêché, enfin qui l'a fait abandonner à l'UTMB l'an dernier.
Il a quand même réussi à faire une belle prépa pour Chianti, mais la douleur est revenue direct en fait au sortir de la course, et donc c'est ce qui l'a empêché de refaire la Western cette année et l'UTMB. Donc c'est quelque chose qui date de la fin de la Western 2024. Donc c'est quand même assez dur à. Par exemple, il a pas couru. Je sais qu'il a pas couru de août à décembre de l'an dernier, quoi. Ouais. En tout cas, on le retrouvera, on espère, aux mondiaux et en pleine possession de ses moyens pour peut-être aller chercher un titre de champion du monde. Nico, du coup, on l'a dit, tu as fait l'assistance de Thibaut sur cette UTMB, mais tu l'as aussi suivi un petit peu dans la préparation en amont. Raconte-nous un petit peu, avant de nous parler peut-être un peu de l'assistance, nous raconter un peu comment était Thibaut avant la course, comment vous avez réussi à le préparer au mieux pour la course. Bah, avec Thibaut, on a partagé le même entraîneur pendant longtemps, Patrick Bringer, avec qui on a fait de l'excellent travail. À la fin de l'année 2024, Thibaut a échangé avec moi si j'étais partant pour l'accompagner plus pendant les périodes spécifiques pour voilà mettre un peu de cadre. Après, bon, Thibaut, je vous fais pas un dessin, il a fait médecine, il pratique depuis des années, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur lui. Je pense que c'était vraiment l'objectif, c'était d'avoir la relation la plus horizontale possible. C'était vraiment de discuter de ce qui lui semblait être ses manques sur l'UTMB pour exprimer, on va dire, son plein potentiel personnel. Globalement, ce qui en sortait, c'était que Thibaut quand même subissait beaucoup sur les parties roulantes, notamment sur le fait qu'il a une cadence qui est quand même assez basse. Et c'est vrai qu'on a essayé un petit peu en faisant des séances d'intensité, même si c'est pas ce qui paraît le plus pertinent, c'est ce qui semblait en termes de ressenti lui donner un peu plus d'aisance, on va dire, sur des vitesses un peu plus sous maximales. Travailler aussi un peu plus long en tempo pour voilà se retrouver un petit peu au-dessus, mais un peu dans les ressentis, on va dire, qu'on a dans ces longues sections roulantes de l'UTMB, parce que oui, l'UTMB c'est une course dure avec beaucoup de dénivelé, mais mine de rien il y a beaucoup de sections où quand même faut faire de la course à pied. Et globalement là-dessus ça a plutôt bien fonctionné. Après au 90, bah je pense qu'il était plutôt dans une bonne forme. Bon, il pourra nous donner son avis, mais voilà, il lui manquait sans doute un peu de kilométrage pour encaisser ça. Et puis, je pense qu'un peu cette limite sur ses parties roulantes s'était exprimée un peu parce que dans l'une des rares sections roulantes du 90, il avait perdu pas mal de temps. Mais et puis il avait eu ce ressenti de quand même de manquer de bornes entre guillemets au niveau musculaire. Et c'est vrai que là, il a parlé du stage avec Oka, il a eu 2 semaines de vacances, donc c'est une des seuls moments de l'année où il peut être 100% athlète professionnel. Donc là, ça a été un peu l'open bar de la borne, on va dire, comme on dirait dans notre langage, avec 430 km en 2 semaines, donc c'est quand même monstrueux. Donc une semaine, sa plus grosse semaine, la dernière de juillet avec 234 bornes et puis 14 000 mètres de D+, donc c'est quand même monstrueux. Et alors, ce gros bloc, il a bien récupéré. On a entretenu les qualités que je viens d'évoquer. Et puis, le dernier point sur lequel on a essayé de travailler, qui était ressorti de ses dernières expériences sur ces courses-là, c'était qu'il avait eu l'impression de jamais arriver avec des super jambes le jour J, et que l'hypothèse, c'était que l'affûtage était un petit peu trop léger. Donc, on a essayé de maintenir un peu plus de volume. Il a fait une semaine, l'avant-dernière semaine, avec un peu plus de 100 bornes quand même. Donc, bon, ça fait un peu de volume. Après, quand on a fait des semaines à 200 bornes, ça reste un allègement quand même de la charge. Voilà, après, sur la partie plus assistance, bah, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Thibaut est celui qui a fait le moins de temps d'arrêt d'après le chronométrage. Donc, si Hugo Ferrari nous écoute, il nous dira sûrement qu'il n'y a pas les entrées-sorties partout. Donc, ça dépend où tu fais tes pauses. Mais bon, bref, ça a été parmi les plus rapides, à peu près 10 minutes pour Thibaut, les autres plus rapides. Et je pense que chez ASICS, ils sont assez bons là-dessus. C'est Tom et Ben qui ont mis 13 minutes, je crois, à peu près. Donc, voilà, c'était une bonne assistance. Je dirais pas une très bonne assistance parce que je pense qu'il y avait des choses optimisables. Néanmoins, on n'était pas super bien calé sur la première au compta. Après, ça a été quand même très fluide parce que Thibaut, il était dans une excellente journée, je pense. Donc, il y a vraiment eu à gérer que le matos et puis la nutrition, hydratation. Il n'y a pas de moment où voilà, il y a des dons mentales et puis il faut l'aider, il faut le forcer un peu à repartir. Là, c'était hyper fluide. Ça a été facile. Voilà. Après, pour parler un peu plus de la course, et est-ce que le podium est envisageable? Moi, j'y ai jamais trop cru parce que il a passé beaucoup de temps avec Josh Wade qui a terminé troisième durant la course.
Et donc, c'était eux deux qui remontaient un petit peu sur l'avant. Et donc, bon, la dynamique, elle était un peu la même. Et globalement, bah, c'est rare que ça s'inverse. Donc, je voyais pas forcément Thibaut revenir sur Josh. Donc, pour rentrer dans le podium, ça voulait dire qu'il fallait qu'il y ait un des deux de devant qui s'écroule. Bon, Benjamin paraissait dans le dur, mais il a quand même bien tenu, même s'il a sûrement arrêté de croiser. Et puis finalement, bah, la quatrième place a été un peu perdue dans la partie finale avec un très très gros finish de G Duo qui a fait une énorme fin de course parce que bah, Thibaut pourra peut-être nous en parler, mais je pense qu'il a été quand même plutôt satisfait de la fin de course qu'il a faite. Hein. C'est, je pense vraiment le Chinois qui a fini fort plus que Thibaut qui a coincé. Voilà, après le moment de la ligne d'arrivée, bah c'était hyper chouette et émouvant parce que bah, je connais le travail qu'il y a derrière tout ça et puis avec Tim on a quand même partagé beaucoup de journées d'entraînement. Moi ma dernière préparation d'athlète de haut niveau c'est en septembre 2022, octobre 2022 avant ma médaille aux mondiaux en Thaïlande et je pense que je la dois quand même beaucoup à Thibaut et au stage qu'on avait fait dans les Hautes-Alpes et j'avais toujours eu un peu le regret de ne pas avoir partagé le podium avec lui ce jour-là parce que gagner une médaille mondiale, c'est fou, mais la partager avec quelqu'un avec qui on s'entraîne, c'est encore plus exceptionnel. Et du coup, bah ouais, ça a été un peu l'émotion que j'avais pas eu ce jour-là que j'ai eu à l'arrivée de ce UTMB. Très chouette. Je sais pas si tu veux réagir, Thibaut, à ce qu'a dit Nico. C'était long, alors par où recommencer? Bah déjà, non, mais c'était un plaisir partagé et effectivement, je l'ai ressenti de la même façon, surtout où en fait on se connaît tellement bien que on a quand même un peu des automatismes et puis je sais qu'il me connaît par cœur sur en fait les mimiques et tout, donc c'était quand même assez simple. On s'est quasiment pas parlé et ça a été quand même ultra efficace sur le plan du ravitaillement. C'est aussi important d'avoir en fait quelqu'un en qui, bah, si ça se passe mal, tu vas pas faire de la peine, qu'aura pas de, c'est pas, enfin pas trop en fait s'écrouler émotionnellement et tout. Donc et puis surtout quelqu'un en qui t'as confiance parce qu'on a quasiment pas fait d'erreur au ravito et c'est vrai que je pensais peut-être y passer un petit peu plus de temps cette année, mais finalement, on a été quand même assez rapide. Je rajouterai un point sur la préparation, c'était moi le côté mental dont on avait beaucoup parlé avec Nico, parce que j'ai eu, on va dire, les 2 dernières années qui ont été vraiment en deçà de mes espérances au niveau sportif, et ça, bah, Nico, vu qu'on échange très souvent ensemble, il l'a quand même, il l'a quand même bien ressenti, je pense, et pourtant, j'avais des bons états de forme, je me suis entraîné sérieusement et ça a jamais payé pendant 1 an et demi. Et ça, c'est clairement la première fois de ma carrière. Donc, on en avait beaucoup discuté et puis il m'a vraiment encouragé à aller rediscuter un peu avec un prep mental. Enfin, c'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé. C'était aussi passé par la case, on va dire, plus accompagnement psychologique par rapport à mon boulot, à la combinaison de mon boulot. Et là, en fait, en discutant avec Nico, contacté Éric Lacroix suite à l'abandon du 86 du Mont Blanc et on a fait un petit travail rapide, hein, juste dans les derniers instants courant août. Et en fait, ça a été assez salvateur parce que je suis venu vraiment avec des problèmes et des questions très précises. Et bon, je pense qu'Éric, il a une grosse expérience déjà et il connaît bien le problème de l'ultra trail précisément. Et donc là-dessus, je pense qu'il m'a quand même un peu débloqué et mis en confiance par rapport à l'UTMB. Tu la situes où cette performance par rapport aux très grandes performances que tu as déjà pu réaliser? Est-ce que tu estimes que c'est une des plus grandes de ta carrière, une de tes plus grosses satisfactions aussi? Ouais, c'est super dur parce que en fait, en termes de ressenti en ultra, ça ressemble jamais à rien. Au début, tu te marches dessus et en fait, ça devient dur. T'as jamais fourni un effort et après, t'avances plus. Et quand j'ai regardé un peu les vidéos, je me disais c'est cool, j'ai vraiment réussi à courir tout le col des montées et tout. En fait, c'est complètement ridicule vu de l'extérieur. Donc voilà. Après, bah, c'est vrai que là, ils ont sorti 900 de cotation à peu près. Mais c'est un peu le sentiment que j'avais, c'est-à-dire que je pense quand même que moi
plus de capacité à courir sur des 80, des 100 kills. C'est quand même plus des distances où j'arrive vraiment à me rentrer dedans fortement. Et là, en fait, pour le moment, c'est vrai que cette distance en ultra, elle m'impressionne encore. Bah, j'en ai fait que 3 des ultras et c'était 3 UTMB. Et encore une fois, ça, je pense que ça peut être quand même un point négatif dans mon organisation, c'est que c'est même si tu fais une bonne course à l'UTMB, enfin pour moi, je fais une bonne course, je fais cinquième. Bon bah après on est compétiteur, je reste à 1 heure de la gagne de la course, c'est bien, mais quand tu prends un petit peu de hauteur, bah moi enfin quand j'ai gagné la CCC et tu viens faire 5 à l'UTMB, bon bah c'est cool, mais il y a 4 mecs devant encore quoi, donc. Et ça, c'est vraiment un objectif à moyen, même court terme, moyen terme, de vraiment aller gagner cet UTMB, tout en, là, comme tu nous l'as dit, quand même, d'avoir conscientisé que tu étais quand même peut-être plus performant sur des formats plus courts. Est-ce que tu restes quand même dans cet état d'esprit de, en fait, s'il y a une course à gagner, c'est l'UTMB? Bah pour moi c'est vraiment en fait suite à mon passage sur Ultra c'est vraiment la distance qui m'a donné le plus de fil à retordre. Alors encore une fois j'ai que l'expérience de l'UTMB donc la question que je me pose c'est est-ce qu'il faudrait pas aller prendre un peu d'expérience sur des courses aussi un peu moins relevées parce que bon l'UTMB c'est l'objectif de tout le monde dans l'année et peut-être pas aller prendre un peu d'expérience ailleurs ça pourrait me donner un petit peu confiance et être capable du coup de d'être un petit peu plus engagé parce que là c'est vrai que j'ai vraiment voulu faire ma course et un peu ignorer les autres donc c'est plus facile pour faire des places d'honneur mais par contre c'est sûr que comme ça tu peux pas gagner une course aussi relevée. Euh, voilà après je pense que effectivement moi aussi avec le planning de vie que j'ai à côté c'est peut-être quand même plus facile de s'entraîner sur des distances jusqu'à 100 kilomètres. C'est aussi des entraînements dans lesquels je prends plus de plaisir parce que moi j'aime bien faire des grosses séances, me faire mal en séance, etc. Et ça, c'est vrai que sur Ultra, en tout cas, pour courir le niveau que j'ai couru là, je pense il y en a quand même moins besoin. Après, peut-être que pour courir comme avait fait Tom Evans cette année, bah encore 1 heure de mieux, je pense que peut-être ça peut servir, mais il faut avoir un background, à mon avis, sur Ultra qui est un peu plus important pour ensuite construire le haut de la pyramide. Donc, en tout cas, je pense pas que je reviendrai jamais sur l'UTMB, mais ce sera pas l'année prochaine. Je vais me donner un petit peu de temps de savourer cette belle performance. Pour moi, il y a quelques jours, je pouvais pas faire mieux, je pouvais pas faire beaucoup mieux avec les armes du moment, quoi. J'ai lu quelque part que la naissance de l'enfant de Tom Evans lui avait permis d'en tirer énormément de positifs et apparemment il s'en est quand même bien servi pour avoir un petit supplément d'âme sur cette UTMB. Alors, bien entendu, c'est pas ça qui a fait qu'il a gagné, mais est-ce que toi, avec ton retour, peut-être que votre enfant est né plus ou moins au même moment, peut-être que toi, c'était un peu avant. Est-ce que tu sens que ça t'a servi ou desservi, comment ça t'a impacté, cette naissance? Euh, Quand même plutôt sur le négatif, hein, moi, début avril. Pas forcément sur l'avant, je veux dire, mais parce que forcément sur l'avant c'est un changement de vie, mais peut-être Voilà. plus sur la partie à l'instant T sur la course. Après, sur la course cette année, moi, c'est justement ce à quoi j'ai travaillé suite à l'échec du 90. C'est que j'ai essayé de pas y penser. En fait, ça m'a quand même amené des émotions un peu euh, comme un peu enfin négatives, un peu de fragilité en fait au 90 du Mont Blanc quand j'ai commencé à aller mal. J'ai commencé à me dire bah qu'est-ce que je fous là et tout. Tu vois, je ferais mieux à ses côtés. Ça a pas de sens de faire ça et d'être aussi mauvais à ce moment-là. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné au 90, c'est que ça m'est rentré un petit peu comme ça dans le cerveau. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi. Et du coup, j'ai voulu m'en prémunir pour l'UTMB et retrouver un peu le mindset que j'avais quand je performais jusqu'à, on va dire, 2022, 2023.
Et donc c'était en fait être ultra focus sur la course, penser à rien ni personne. Et c'est en ça aussi que, enfin moi je suis quelqu'un qui a vraiment pas d'émotion en course quoi. En tout cas, ça me sert à rien. Ça m'a jamais transporté ni quoi que ce soit. J'ai besoin d'avoir confiance en moi. J'ai besoin d'avoir des bonnes sensations et euh, et j'ai besoin d'être forcément d'être bien dans ma vie à côté. Ça c'est un petit peu le socle de base, le prérequis de base au départ. Mais après, une fois que la course elle est lancée, je pense à rien d'autre et il y a rien ni personne qui peut me faire aller mieux ou moins bien. C'est ouais, c'est vraiment très auto-centré en fait les conditions de ma performance quoi. Je rejoins Thibaut là-dessus, ça a été vraiment un axe à travailler entre le 90 et l'UTMB parce que c'est vraiment important et moi je voudrais remercier peut-être qu'il ne fera pas le podcast mais Charlotte sa compagne parce que ça a été forcément une période il l'a dit c'est quand même faut pas se mentir c'est quand même assez égoïste comme pratique pour atteindre ce niveau-là parce que c'est obligé de passer beaucoup de temps à t'entraîner et du coup forcément elle a un peu plus de temps à s'occuper de Matteo donc je pense que voilà, c'est aussi un travail d'équipe et cette stabilité qu'il a pu avoir dans sa vie, il le doit aussi à ça. Mais par contre, c'est important de trouver les bons leviers pour la bonne personne. Il y a des gens qui sont transportés par les émotions. Par exemple, une personne que j'entraîne comme Sylvain Cachard, c'est vraiment quelqu'un qui peut se transcender par les émotions. Et puis il y en a d'autres comme Thibaut ou moi. Franchement, on est très en mode plat et en vrai. Tu peux mettre tous nos proches autour de la course, si on va mal, quoi. Ça nous fait pas forcément remonter, quoi. Et ça, je pense, que c'est important de travailler, de trouver ce qui fonctionne. Je pense que Matt, il est un peu comme ça aussi. Et ça, c'est important d'être là-dessus parce que plus c'est long et plus je dirais quand même, il y a forcément un moment où le mental doit te faire avancer parce que il y a toujours un peu des bas dans la course, quoi. Top. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir te remercier, Thibaut, d'être venu passer un petit moment avec nous. Merci beaucoup pour ta transparence et d'avoir partagé plein de petites choses avec nous. Je pense que ça va vraiment intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Si tu avais peut-être un petit mot de la fin avant de partir. Si vous voulez pas rebondir sur les datas, Ah bah on peut toujours. Si t'as 5 minutes, mais est-ce j'ai pas que d'infos. Enfin, je sais pas en fait quel type de data ils utilisent et tout, mais en fait, c'est vrai que c'est toujours aussi beaucoup de communication. Faut savoir que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes aujourd'hui en ultra trail qui ont fait beaucoup de choses. Enfin moi, ça fait 4 ans que j'avais fait des tests à peu près tout ce qui se fait de mieux au niveau des connaissances. Après, en fait, on est aussi limité beaucoup par la technologie hein, aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les informations les plus importantes qu'on aimerait avoir, bah, on sait pas encore les produire, on sait pas encore les monitorer en direct. Et du coup, si on prend par exemple, je sais pas, c'est intéressant d'avoir on avait les Super Sapiens, le suivi de glycémie, mais les mesures étaient pas assez fiables et surtout elles étaient trop retardées. Mais on aimerait pouvoir adapter ça avec un ravitaillement adapté en direct, comme une mesure de la sueur qui puisse être transcrite sur une hydratation adaptée en direct à chaque ravitaillement, une suivi des taux hormonaux en course aussi, ça pourrait être intéressant, mais tout ça on sait pas le faire en fait. Donc il y a un moment où j'aimerais bien savoir ce qu'ils font, mais je pense qu'il y a rien d'extraordinaire parce que après c'est faire des tests de coûts énergétiques, etc. Nous ça fait 3 4 ans qu'on les a fait. Euh, Moi, j'en ai tiré beaucoup d'informations et personnellement, la façon dont je les ai utilisées, c'était, ça m'a en fait finalement, ça m'a juste conforté sur des sensations que j'avais et ça m'a rien apporté de plus. Enfin, si ce n'est ça, donc ça m'a quand même donné cette force d'avoir confiance en moi. Mais si tu veux, ça m'a jamais apporté aucune autre information que finalement mes sensations. Il faut savoir qu'on a quand même fait des trucs un peu poussés justement avec les gars à Besançon, des tests de coût énergétique dans des pentes du col de la Seigne avec des chaussures différentes, à des intensités différentes, avec des cadences de pas différentes. Et, et ça avec les mesures de coût énergétique, je pense qu'actuellement, je suis pas sûr qu'on puisse faire des choses beaucoup plus abouties et ça reste des données soit en laboratoire, soit en terrain réel. Mais après, en fait, ce qui nous importerait, je pense, qui ferait passer un gros gap, ce serait les données en temps réel sur la course, avec une adaptation en temps réel sur les ravitaillements. Euh,
de type le truc idéal, c'est d'avoir tous les moniteurs en direct et puis avoir tu vois, comme on fait en réanimation, une hydratation qui soit ultra adaptée, composant par composant, en fonction de la qualité de ta perte euh, en sueur et des pertes hydriques, quoi. On n'enlève pas aussi peut-être la magie aussi de la production de la performance, qui est quand même d'apprendre à se connaître, tout ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, par exemple, on va pas utiliser forcément de la data très précise, mais on va avoir cette intuition de dire, OK, sur telle ou telle section, faut un peu se gérer, aller moins vite, plus vite en fonction de ce qu'on a identifié. Et finalement, c'est pas forcément très chiffré, mais il faut quand même savoir qu'un athlète de haut niveau, en fait, c'est quand même d'une telle précision que finalement, dans un sport avec quand même autant d'aléas que le trail, c'est pas si simple avec les outils d'être toujours plus précis que l'athlète, quoi. Parce que, enfin, moi, j'ai des exemples au Templier, des sections que j'ai fait 4-5 fois avec des niveaux de forme qui étaient proches. Ben, sur une section qui fait à peu près 50 minutes, je cours à 20 secondes d'écart sur toutes les éditions. Donc, en fait, même avec des gens, par exemple, qui te donneraient des temps de passage au bord du chemin, c'est pas si simple d'être plus précis. Et du coup, ok, ça peut être sûrement bien pour améliorer le process, mais en vrai, je pense qu'au-delà de ça, c'est l'expérience répétée. Et globalement, des gens qui ont gagné l'UTMB à la première, il n'y en a pas eu beaucoup. Et Vincent, c'est complètement lunaire d'ailleurs ce qu'il a fait l'année dernière. Même si peut-être qu'il était un peu à son premier UTMB, mais finalement peut-être pas si novice que ça, parce qu'il gravitait quand même autour en tant qu'ingé chez Oka. Mais ouais, il y a sûrement beaucoup de choses à faire. Et puis l'autre élément quand même principal, c'est que aujourd'hui les budgets dans les teams de trail font que voilà, tout ce qu'a fait Thibaut, c'est des initiatives personnelles et que, à part les top athlètes qui ont des gros contrats ou des situations comme Thibaut où il a un métier à côté, on va dire que ses contrats sportifs peuvent être un peu investis dans sa performance. Et voilà, pour quelqu'un qui aurait les revenus, par exemple, sportifs de Thibaut avec que ça, il serait forcément limité aussi dans l'argent qu'il peut investir dans tout son suivi sportif. Donc, il y a aussi ses limites aujourd'hui, quoi. C'est un sujet dont on reparlera bien sûr dans les prochains épisodes. Mathieu, tu voulais conclure avec une question pour Thibaut. Ouais, je voulais faire une question un petit peu sérieuse après tous ces échanges qui étaient un petit peu trop légers à mon goût. Tous les élites qui ont participé aux courses UTMB ont reçu un message expliquant que il fallait montrer un petit peu plus de respect et de décence puisque quelqu'un aurait uriné dans le sas de départ ou dans le sas d'échauffement. Est-ce que c'est toi, Thibaut? Et non, c'est pas moi. Que tu as le nom du coupable. Et non, j'ai pas le nom du coupable, mais j'ai trouvé drôle de. J'ai gardé ma réponse pour moi, mais j'ai trouvé drôle d'envoyer un mail comme ça, alors qu'en fait, ce qu'on attendrait, c'est juste de le sanctionner. Enfin, moi, c'est toujours pareil. C'est comme s'il y a des règles, en fait, je comprends pas. Moi, on est en France. Alors si, je comprends, on est en France. N'en dites pas plus. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais Patrick Bringer, donc votre ancien entraîneur, a quand même fait 8e de la TDS avec une sacrée remontada de son vieil âge, presque la cinquantaine. Je me demande s'il a passé les 50 ans. Mais du même âge que Ludo. Sacrée performance. Peut-être parce qu'il était parti plus loin sur la ligne, donc sur un go sprint, il avait perdu le sprint, mais il y avait un décalage de puce. Ok. Bon, Thibaut, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps. Merci à vous, les T'as gars. un petit peu rallongé, mais on te souhaite une bonne récup et puis on espère que toute la petite famille va bien. Allez, merci beaucoup. Ciao, Thibaut. À plus. Ciao. Salut. Allez, après cette partie sur le sportif, on va désormais pouvoir passer à la partie peut-être un petit peu moins réjouissante pour certains d'entre vous, en tout cas pour certains d'entre nous, c'est sûr. Celle de l'évolution toujours plus importante de l'événement UTMB sur le plan médiatique et de tout ce que ça peut engendrer derrière. Et pour échanger là-dessus avec nous, on est très content de recevoir Viva de Moustier. Viva, merci d'être là. On sait que tu es une auditrice assidue et certains te connaissent peut-être car tu es coaché par Théo et tu interviens notamment dans le podcast Récap où tu racontes comment se passe ta collaboration avec lui. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et puis nous rappeler un petit peu le rôle que tu as au sein de l'UTMB Group? Ouais, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Écoutez, moi c'est Viva. Je viens d'avoir 30 ans. Je suis une trailleuse passionnée de montagne, de nature depuis quelques années, mais pas énormément non plus. Donc voilà, je découvre encore ce milieu. Et sinon, d'un point de vue perso, je suis très sensible aux enjeux RSE, environnement depuis de nombreuses années. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle là-dedans. Enfin, j'ai orienté ma carrière professionnelle assez vite sur ces sujets, avec vraiment l'envie de faire bouger les organisations plutôt privées vers des modèles plus durables, souhaitables.
Et je suis arrivée à Annecy il y a 2 ans maintenant, avec la volonté d'apporter un peu mon profil engagé dans l'industrie du trail running qui est ma passion. Et j'ai rejoint comme ça le groupe UTMB en janvier dernier en tant que chargée de projet RSE, pour bosser aux côtés des équipes sur les sujets, notamment sur les sujets environnement. Je peux aussi parler des sujets un peu plus sociaux, inclusion. Mais voilà, moi j'ai plutôt un focus sur les sujets environnement dans le groupe. Quand tu sors d'une semaine UTMB comme ça, je l'ai dit, tu as quand même été assez présente, que ce soit sur le terrain et avec les équipes. C'est quoi ton premier ressenti une fois cette semaine terminée? Je veux démissionner. Non, justement, je veux pas démissionner parce que justement, je pense que c'est ça qui est challengeant, c'est de voir que, en fait, au-delà de l'événement, c'est le monde du trail running évolue à l'image de la société globale, vers peut-être quelque chose d'un poil too much, et peut-être un peu trop capitaliste centrique, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est pas que l'événement, c'est lié à toute l'industrie et l'écosystème qui se construit autour. Mais du coup, non, je veux pas démissionner. Plutôt à l'inverse, c'est plutôt de me dire, déjà, il y a beaucoup de choses qui se fait. Moi, j'ai découvert l'événement de l'intérieur cette année parce que je le connaissais pas si bien que ça. Je suis jamais vraiment venue la semaine comme ça. Donc, j'ai aussi quand même observé de l'intérieur tout ce que mettent en place les équipes pour protéger les territoires, l'environnement, les écosystèmes, accueillir au mieux les coureurs de toutes origines, les femmes, les personnes en situation de handicap, mais aussi assurer la sécurité des coureurs, qui reste aussi la grande priorité des équipes. Donc voilà, j'ai pu voir tout ça de l'intérieur, c'est super intéressant, super enrichissant, et je pense que justement je me sens vraiment à ma place dans ce rôle d'apporter un peu peut-être un regard un peu nouveau, ou en tout cas poser des questions et faire réfléchir sur nos impacts et vers où ça pourrait aller de manière un peu plus souhaitable si on a envie de tirer un peu l'écosystème vers le haut. Je pense que c'est un peu le rôle de l'UTMB aussi, et depuis le début, ça a tiré l'écosystème vers le haut. Aujourd'hui, c'est aussi notre rôle d'amener l'événementiel du trail running et plus largement l'écosystème vers peut-être un modèle qui permettrait en tout cas aux générations futures de toujours profiter de la montagne, je sais pas, dans 50 ans, quoi. Mais donc non, je ne veux pas démissionner. Une question pour toi, mais aussi pour les membres de l'équipe. Est-ce que il y a pas une petite forme de paradoxe avec cela, ce que tu es en train de nous dire, et puis ce qu'on a pu de notre propre œil se rendre compte cette année, c'est vraiment un petit peu toute l'arrivée un petit peu de cette partie influence sur le l'UTMB. Alors bien sûr, c'est pas nouveau, on tombe pas des nues en voyant des influenceurs être invités et faire de la pub sur l'UTMB, mais est-ce que toi t'arrives, la question pour toi Viva, t'arrives toujours à trouver du sens dans les missions qui te sont dans les missions que tu dois remplir pour l'UTMB, et tout le développement qu'il y a à côté, qui engendre parfois qui peut engendrer parfois quelques débordements. Voilà, pardon, on a vu plein d'images de Notre-Dame, de Valorcine. Alors la majorité des gens qui sont là sont des passionnés de trail et peut-être pour la plupart participer à des courses de l'UTMB ou participer à des trails durant l'année, mais ça amène aussi toute une nouvelle population qui est peut-être un peu moins sensible à des sujets liés à l'environnement, etc. Donc, comment on se situe un petit peu avec cette forme de paradoxe sur l'UTMB, quoi? Ouais, c'est des questions que je suis actuellement en train de me poser, parce qu'en effet, après une semaine comme ça, on voit tout le positif, on voit aussi les limites. Je pense que j'avais envie d'essayer de me lister moi un peu tout. Enfin, on est en train nous-mêmes en interne. Enfin, c'est des sujets qui sont pas. Il n'y a pas que moi qui les porte, et je pense que toutes les équipes aujourd'hui en interne sont conscientes et observent aussi l'évolution, et les tournures qu'ont pris l'événement. Mais je veux vraiment dire aussi que c'est cette semaine-là qui déborde de l'événement. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, parce que la dernière semaine d'août à Chamonix, c'est devenu le rendez-vous business du monde du trail, voire du monde du sport. Et du coup, ça va au-delà de l'événement UTMB. Enfin, je pense que voilà, il faut donc
j'ai envie d'essayer de lister, en tout cas un peu, on est ensemble en train de nous d'essayer de lister un peu tous ces potentiels débordements ou comportements problématiques qu'on a pu observer pendant la semaine. Et je pense que il y a peut-être un exercice de se poser la question de qu'est-ce qu'on contrôle, donc sur lequel en effet on peut agir et où du coup l'année prochaine on pourra mettre des actions en place. Qu'est-ce qu'on influence et du coup voilà, qu'est-ce qu'on peut où on a moins de prise mais que par je sais pas, de la communication ou par exemple Notre-Dame de la Gorge cette année, nous on avait quand même déjà identifié le point l'année dernière, enfin ça avait été identifié, moi j'étais pas là, mais on avait quand même fermé la route depuis 17 heures, donc en fait on a quand même essayé de limiter ce qui se passe à Notre-Dame de la Gorge, mais voilà, les gens ont une telle envie d'être là que tout le monde était quand même là. Et après, il y a aussi tous les points qu'on contrôle plus et sur lesquels on a vraiment zéro prise. Donc, je pense que faut qu'on arrive déjà à hiérarchiser un peu tous ces comportements en fonction de ça, mettre l'accent sur ce qu'on peut contrôler, influencer, et puis pour le reste, voir si on peut pas travailler avec d'autres acteurs de l'écosystème aussi pour co-construire quelque chose. Mais c'est sûr qu'il y a il y a plein de points comme tu dis qui sont assez paradoxaux entre le développement du trail, l'envie de respecter les territoires, les écosystèmes, l'envie de garder aussi les enjeux sportifs qui sont super importants sur un tel événement et de les mettre en avant, etc. Donc ouais, beaucoup de choses qui se confrontent. J'ai pas de réponse à sens unique. Je pense que c'est un mix de tout et comme pour tout dans la vie, c'est aussi un mix de solutions qu'il va falloir qu'on trouve et pour trouver un bon équilibre pour que ça convienne en tout cas au maximum de parties prenantes de ce milieu, quoi. Je suis 100% en phase. Je pense qu'aujourd'hui, la grosse difficulté que va avoir l'UTMB en règle générale, c'est, entre guillemets, je vais utiliser ce mot, entre guillemets, mais pour imager, c'est de un peu gérer le monstre qui a été créé, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment toute la partie organisationnelle qui est la meilleure du monde. Très clairement, je pense que en termes d'organisation, c'est exceptionnel. Il y a une compétence sur les secours, tout ça qui est complètement dingue. Mais par contre, il y a tout ce qui gravite autour, que tu as bien expliqué, qui est incontrôlé. Je dirais même sûrement difficilement contrôlable parce que tu l'as dit et le business dirige le monde, même si on sait qu'il faudrait pas que ce soit le cas. Pour le moment, c'est encore le cas. Et c'est vrai qu'on voit bien et on est tous plus ou moins ici des acteurs de ce milieu, on vit de ce milieu, donc on va pas cracher dans la soupe s'il n'y avait pas de trail. Si le business du trail n'était pas développé, on ferait autre chose pour gagner notre vie. Mais c'est vrai que pour moi et au-delà des enjeux environnementaux, c'est aussi la continuité de l'événement et notamment par rapport à tous les gens qui habitent sur ces territoires-là, parce que moi, je vais être très honnête, l'UTMB, ça aurait lieu chez moi. Je pense que ça passerait pas beaucoup d'années sans qu'il se passe quelque chose parce que c'est, je pense, très clairement quand même insupportable à certains endroits parce que c'est vrai qu'il y a peut-être, ça devient un sport à la mode, des gens qui ont moins la culture de la montagne, qui ont moins la culture du respect, ne serait-ce que de la connaissance. C'est-à-dire qu'un alpage, quand il est là, en principe, c'est parce qu'il y a des moutons qui sont là pour pâturer chaque année, que bah souvent il y a des troupeaux et que faut pas se comporter n'importe comment et c'est vrai que ça je pense que alors ça il y a une forme d'acceptabilité parce qu'il y a beaucoup de retombées économiques, ça, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ouais, de garder l'adhésion des gens qui sont locaux, c'est aussi très important et c'est pas si simple. Et aujourd'hui, ouais, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, c'est un gros événement. Donc, comment on fait pour que on maîtrise les gens qui viennent autour? Et parce que au Tour de France, ça passe sur des routes, donc c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que dans un événement comme ça, bah c'est un peu moins facile à contrôler. Même si, bon, pour le moment, sur l'immense majorité du parcours de l'UTMB, il y a personne. Je pense que si vous allez vous balader entre Bonatti et Armouva durant la nuit pour voir la tête de course, vous serez à peu près tout seul. Mais voilà, après, ça reste un magnifique événement. Voilà, après, moi, je partirais pas forcément sur toute l'influence, tout ce qu'il y a autour, qui n'est pas trop mon monde, mais qui en fait partie. Moi, je vous suggère peut-être aussi je sais pas, que sur une MCC, moi, j'enlèverais les classements, par exemple. Je dirais c'est la course vraiment, enfin, c'est l'événement partage entre les bénévoles, les locaux et tout, mais j'enlèverais cette notion de compétitivité, par exemple. Voilà, mais ça reste un très bel événement. Après, bon, bah, l'impact, il est là, il est indéniable. Après, ça reste minime par rapport à plein d'autres événements, donc c'est difficile de réformer le monde tout seul non plus, quoi. Moi là-dessus, je suis toujours
ouais, j'ai envie de dire, ok, l'UTMB c'est pas parfait. Bon, demain l'UTMB dit, ok, c'est trop impactant, on arrête notre événement. Bon, bah, combien de temps il faudrait avant que quelqu'un d'autre monte un événement de la même taille pour prendre la place? Je pense pas très longtemps, quoi. Justement, Viva, tu travailles, je pense, aussi un petit peu sur la question de ce qu'a soulevé Nico, tout ce qui est un passage sur des propriétés privées, etc. C'est vraiment le gros combat de tous les organisateurs. On se dit que l'UTMB tous les ans ça doit être quand même assez compliqué pour avoir les autorisations. Est-ce que toi de l'intérieur tu sais si ça devient de plus en plus compliqué, si vous avez quand même des bonnes relations avec la majorité des propriétaires, comment ça évolue et du coup tout se recoupe un petit peu, mais effectivement quand on voit de nombreuses fan zones qui se font où là c'est clairement impossible de contrôler. Il y a une part de responsabilité de certains influenceurs qui du coup sans trop de messages de prévention vont juste se dire allez c'est la grande fête, je fais la plus grosse fan zone qui rejoint un peu cet esprit toujours plus. Comment on se situe au milieu de tout ça et est-ce que vous l'UTMB c'est quelque chose qui peut aussi vous faire un petit peu peur? Ouais, complètement. Alors, du coup, j'ai plusieurs réponses sur la partie territoires locaux, etc. En fait, moi, je suis chargée de projet RSE sur la partie groupe, donc moi, j'ai un rôle un peu plus transverse sur tous les événements UTMB avec une vision un peu plus 360. On a aussi Manon qui travaille très spécifiquement sur les enjeux RSE du Mont Blanc. Mais j'ai des éléments de réponse sur ces sujets. Je sais que elle travaille du coup en étroite collaboration avec ce que ce soit les communes et les communes, c'est aussi David Poletti qui a un énorme rôle sur les liens territoires. Mais elle travaille beaucoup quand même avec tous les alpagistes qu'elle doit contacter, prévenir exactement des horaires de passage, etc. Et il y en a pas trois des alpagistes. Hein. Je pense qu'elle a une liste de 40 ou 50 alpagistes que tous les tracés empruntent entre OCC, CCC, UTMB et PTL, parce que la PTL aussi demande beaucoup de travail en amont d'identification de tout ça. Donc elle travaille beaucoup avec les alpagistes et avec les réserves naturelles qui sont traversées, parce qu'en effet, il nous faut des autorisations pour ça. Et là c'est de l'inside, mais ces autorisations, on les a 2 semaines avant l'événement. Hein. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de pression qui est mise là-dessus quand même en interne, parce que c'est pas donné. Début juillet, parfois, on ne sait pas encore vraiment si les tracés sont acceptés. Et là, en plus, avec les sujets de la maladie de la vache là qu'il y a eu cet été, ça a été assez compliqué. Je sais, niveau alpagiste, d'avoir les go de tout le monde, en étant sûr que l'événement soit pas délétère sur les territoires par la suite. Donc, il y a vraiment une relation étroite entre l'organisation, les alpagistes, les réserves naturelles, et je pense qui est super importante et qu'on doit conserver. Et en effet, en tout cas sur le deuxième sujet que tu abordais un peu, c'est ce côté influence, fan zone qui peuvent être délétères pour l'événement. C'est vrai qu'en fait tous ces sujets de lien avec les communes et montrer qu'en fait c'est pas acquis le fait que l'UTMB fait toujours le même tracé, et qu'on a des parcours similaires, c'est vraiment pas acquis tous les ans. Je pense que c'est important que tout le monde en ait conscience pour que tout le monde se responsabilise aussi un peu vis-à-vis de son comportement sur l'événement, et que ce soit des athlètes de haut niveau, des influenceurs, des personnes lambda, des pro trail, des gens qui connaissent rien au trail mais qui aiment la fête. Je pense que voilà, c'est des messages qu'on doit essayer de véhiculer pour que l'événement perdure. Euh, mais voilà, mais c'est vrai que ouais, ces fan zones, en tout cas, je sais que cette année, celle qui était à Valorcine avec les Genoux dans le Gif, elle a été quand même co-construite ensemble. Et moi, j'ai discuté aussi avec eux de manière à pousser les transports en commun pour y aller, etc. Voilà, on essaie de co-construire des choses. Je pense qu'il faut essayer de faire les choses intelligemment. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a encore des choses qu'on maîtrise pas de certaines personnes qui pourraient décider du jour au lendemain de faire une fan zone à tel endroit. Voilà, je pense qu'il faut, c'est à chacun de se responsabiliser aussi sur ces sujets, en tout cas de plus de fêtes d'à côté. Je rebondis juste rapidement pour donner un peu des éléments réglementaires. C'est que il y a eu un peu un changement de la loi en 2023, créé à la base pour protéger la nature, c'est-à-dire éviter les tout ce qui est les enclos.
notamment par rapport à la chasse. Donc ça, on ne connaît pas trop chez nous, mais plus en Sologne par exemple, il y avait beaucoup de territoires naturels qui étaient clos. Et ils voulaient lutter contre ça. Et en parallèle, par contre, ce qu'ils ont donné, c'est plus de facilité aux propriétaires d'interdire le passage chez eux. Alors c'est un peu différent dans le cas d'un événement parce qu'il y a des demandes d'autorisation le jour J, mais ça c'est plus pour en règle générale les gens. Faut vraiment avoir conscience que quand on court chez autrui. Alors parfois c'est du autrui public, mais souvent c'est de l'autrui privé qui est bien gentil de te laisser passer chez soi, c'est-à-dire que c'est à peu près comme aller courir dans le jardin de quelqu'un, hein, si on exagère, et que l'exemplarité de ces comportements, c'est aussi pouvoir continuer à profiter de la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette conscience-là et qui sont la nature, c'est à tout le monde. Ben, alors on peut avoir cette idée-là, mais actuellement la loi c'est pas ça et il y a des propriétaires à chaque endroit et à chaque mètre qu'on passe. Et ça, faut bien en avoir conscience parce que voilà, je pense que sur un parcours comme UTMB avec la géographie, alors bon, je ne connais pas les différents partenaires, mais je pense, enfin propriétaires, mais je pense qu'il faut pas beaucoup de propriétaires qui soient contre le passage de la course pour que la course puisse plus faire le tour du Mont Blanc notamment quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir, et j'appuie ton message, ouais, d'être exemplaire dans son comportement si on veut continuer à pouvoir profiter de tout ça quoi. Ouais, complètement. Mathieu, toi qui baignes un petit peu dans les deux milieux, hein, avec le haut niveau et la partie aussi un peu influence, toi, comment t'as vécu ce UTMB sur cette partie-là? Est-ce que moi j'ai eu des sentiments bizarres dans la semaine où je me disais que en fait même entre nous avec les athlètes de l'académie, on parlait plus de tout ce qui se jouait sur la partie activation influence que sur la partie sportive et haut niveau. Toi, comment t'as vécu ça de l'intérieur? Ouais, je suis un peu tiraillé par des contradictions de mon côté, un peu comme sur les aspects de l'environnement et de ma démarche d'athlète de haut niveau. Il y a un peu des enjeux et des aspects qui s'entrechoquent, et voir mon sport grossir, voir des gens qui s'intéressent au trail, moi ça me fait trop plaisir. Voir certains aspects qui commencent à dériver, forcément, bah ça tiraille un petit peu. Après, c'est sûr qu'on peut pas, je pense vous avez pas mal parlé, mais on peut pas remettre sur les épaules de l'UTMB l'ensemble des dérives commerciales autour de la semaine UTMB. Ils peuvent pas tout contrôler. C'est aussi toutes les marques qui essayent de bénéficier au maximum de la visibilité accrue sur la semaine à Chamonix. C'est vraiment un gros rendez-vous business, et donc ça, l'UTMB est pas forcément responsable de ça. C'est vraiment, c'est plus général à nos sociétés avec toujours les objectifs qui restent tournés autour de l'argent et du financier. Et par rapport à l'influence, moi, j'ai pas d'avis marqué sur la présence des influenceurs, hein. Ils ont le droit de profiter comme nous de notre sport, de profiter des événements. C'est un sport qui doit rester inclusif, et c'est cool qu'ils en parlent et qu'ils relaient et qu'ils fassent ce travail pour leur réseau, pour leur truc. Moi, je trouve ça cool, et il y a la plupart de ceux que je suis, ça me fait marrer, il y en a qui sont marrants, il y en a qui sont intéressants à suivre par leur histoire, etc. Mais ce qui me dérange un peu, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage assez globalement dans l'équipe, c'est de voir que en fait il y a plus de limite médiatique entre ce que font les influenceurs d'un côté et ce que font les athlètes, et il y a beaucoup trop de médias qui forcément qui sont plus guidés, c'est des médias entre guillemets qui sont plus drivés par l'envie de faire des vues à tout prix et de faire grossir le média, plus que drivés par l'envie de diffuser de l'information et de couvrir un événement sportif. Et forcément, faire des collabs, et puis si je peux être un peu plus vulgaire, sucer le buzz des gens qui ont de la visibilité, c'est ça qui va se faire en priorité, souvent au détriment de la production de contenu réfléchi et qualitatif. Je pense qu'on se rejoint tous dans l'équipe. On a été un peu choqués par voir les lignes édito de certaines pages qui se revendiquent comme médias. Donc voilà, je voulais quand même donner un petit point positif là-dessus et citer un média qui m'a vraiment fait kiffer cette semaine. Je vais pas te citer de médias français parce que ceux que j'oublierais, ils se sentiraient visés, mais mon coup de cœur de la couverture UTMB, c'est Free Trail, le média américain mené par Dylan Bowman. C'est vraiment le boss du podcast en trail. C'est ce qu'ils font, c'est beau, c'est propre, c'est quali sur la forme, mais aussi sur le fond, et ça fait vraiment plaisir. Personnellement, j'ai pas eu le temps de trop écouter leur contenu sur la semaine UTMB, mais j'ai vu les invités qu'ils avaient, et c'était des gens que j'avais vraiment envie d'entendre de mon côté. Donc voilà, si vous voulez parler anglais, et si vous voulez suivre l'actualité sportive du trail un petit peu internationale, abonnez-vous à ce podcast /média qui fait partie des derniers résistants à l'appel du buzz facile. Donc voilà, il y a aussi le point de vue qui dirait que les influenceurs ils permettent de faire grossir le trail et d'amener des nouvelles personnes vers les valeurs qui sont au centre du trail. Mais après, je me pose quand même la question, est-ce que ces gens qui découvrent notre sport par le prisme UTMB, ils vont vraiment s'intéresser de plus en profondeur à notre sport et finir par aller sur les petits événements qui font quand même, à mon sens, le charme et le cœur
de ce sport. Hein. Le nombre de petits événements, il est quand même incroyable. Et moi, j'aimerais bien que ça puisse un petit peu ruisseler vers ces petites courses aussi. Et bah, je suis pas sûr que ça va se passer. En tout cas, indéniablement, notre sport évolue, le trail grossit. C'est vraiment devenu un phénomène de mode. Et voilà, comme tous les phénomènes de mode, peut-être que ça va redescendre, je sais pas, mais je suis content de voir qu'il y a aussi des gens qui se posent beaucoup de questions autour de ces sujets-là et qu'on prend pas tout pour acquis et qu'il y a des réflexions. Voilà. Top, merci Mathieu. On clôture là-dessus, sur cette belle prise de parole de Mathieu ou pas. Peut-être que si vous avez d'autres questions pour Viva, c'est le moment. Ouais, j'aimerais quand même préciser, du coup, nous, notre logement il était à Argentière, hyper proche de la fin de la MCC et du coup de l'OCC qui a été où le parcours a été modifié. On est remonté à contresens de la CCC. Je sais pas si t'as fait gaffe, Alex, dans la semaine. J'ai trouvé quasiment aucun déchet par terre. J'ai trouvé qu'il y a eu un énorme taf là-dessus. Je sais pas si ça a été fait par les fermeurs ou par d'autres bénévoles de l'UTMB. J'ai trouvé que les sentiers étaient vraiment dans un état irréprochable. Et ça, je trouvais que c'était quand même à noter parce qu'on a fait quand même pas mal de critiques là sur l'UTMB, l'influence, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'état des sentiers était très peu sali et les seuls petits déchets qui restaient, c'était souvent, je sais pas comment appeler ça, mais par exemple sur un sachet de Morten, le sachet qu'on va déchirer, la partie haute, donc les 10% qui sont en haut. Et du coup, bah peut-être si on peut, en tant que trailer, faire attention à ça. Ça arrive de temps en temps, je suppose, d'en faire tomber. Même moi, peut-être, ça m'arrive. Mais en tout cas, c'était les seuls déchets qu'on a pu trouver sur les sur les kilomètres parcourus cette semaine, et j'ai trouvé ça franchement positif. Moi, je rebondis là-dessus. Je pense que c'est globalement les gens qui se comportent très bien parce que j'étais, pour une fois, pas trop à l'avant de la course. Donc, j'étais pas non plus tout derrière, mais il y a quand même pas mal de coureurs. Et puis peut-être ceux qui sont quand même le plus pressés et qui ont le plus de chances de faire tomber parce que j'ose bien espérer que personne ne jette des déchets sciemment par terre. Et c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir vu trop de déchets en étant top 70, 80 de l'OCC. Je pense qu'il y a vraiment une culture dans le trail qui est j'ai pris mes gels quand ils étaient pleins et ben je les emmène jusqu'à la ligne d'arrivée ou jusqu'au prochain ravitaillement quand ils sont vides et que ça ne me vient pas à l'idée de les jeter comme on peut voir dans d'autres sports quoi. Je sais pas si ça c'est partagé par toutes les cultures et tous les pays. Après peut-être tu complèteras Viva là-dessus, mais une fois on est allé courir aussi le matin et on a vu deux gars qui semblaient être de l'organisation qui avaient des grands sacs poubelles et qui passaient sur les chemins pour ramasser les déchets. Mais moi j'ai quand même une anecdote au col de la Forclaz où j'ai quand même vu un journaliste d'un pays très lointain, enfin en tout cas d'une zone géographique assez lointaine de chez nous et qui était en train de fumer sa cigarette et qui a très volontairement jeté sa cigarette sous son pied et l'a écrasé par terre. Heureusement, je l'ai vu, donc j'ai pu lui faire la réflexion et de ce fait, il l'a ramassé. Alors après, je sais pas été vérifié s'il l'a jeté à la poubelle, mais je pense quand même que même s'il y a pas beaucoup de déchets sur le chemin, ça reflète pas obligatoirement une pleine éducation à ces enjeux-là. En tout cas, j'espère quand même de plus en plus, mais voilà. Ouais, sur la partie déchets, ben merci de vos échos positifs. On a aussi eu d'autres petits échos inside de certaines portions où apparemment il y avait encore un peu trop de déchets à notre sens. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur l'UTMB Mont Blanc, tous les sentiers sont nettoyés en amont de l'événement et après l'événement. Donc il y a vraiment au-delà des fermeurs, il y a des personnes qui repassent post-événement pour ramasser tous les potentiels déchets qui pourraient rester. Et on a aussi des ambassadeurs de l'environnement qui font intégrer l'événement depuis de nombreuses années maintenant et qui sont là aussi pour sensibiliser aux déchets, mais aussi à tout ce qui est usage des sentiers, rester sur les sentiers balisés, etc. Donc ouais, il y a une vraie sensibilisation et des vraies actions qui ont lieu sur les sentiers. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Alex, je pense que il y a un sujet culturel aussi qui fait que, malheureusement, tous les trailers ne sont pas aussi respectueux qu'on imaginerait. Merci beaucoup, Viva, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'était super intéressant d'avoir ton retour un petit peu en inside grâce à ton poste au sein de l'UTMB Group. On espère que ça a intéressé nos auditeurs et auditrices et que ça va aussi leur permettre de se poser plein de questions. En tout cas, nous, on se fera un plaisir de continuer à échanger avec eux sur le canal YouTube X ou ailleurs.
je sais pas si tu avais un petit mot de la fin à nous dire avant de nous quitter. Le petit mot de la fin, c'est quelque chose que j'aime bien essayer de diffuser. Non, il y a deux petits mots de la fin. Le premier, c'est que l'événementiel, en tout cas le trail, notre événement, il a lieu une fois par an. Donc, on a une chance par an de tester des nouvelles choses, apprendre et mettre en place des solutions. Donc voilà, je pense que on dit souvent que le changement est long. Dans l'événementiel, c'est limite encore plus long. Alors, on a la chance d'avoir plusieurs événements et du coup d'essayer d'apprendre les uns les autres. Mais mine de rien, l'UTMB Mont Blanc, c'est une fois par an. Et voilà, on a une fois par an la chance de tester des choses. Et le deuxième point que j'aime bien appuyer, et que je côtoie depuis que je travaille dans l'univers de l'événementiel, c'est aussi de me dire que on a un rôle d'exemplarité et qu'on touche des coureurs, mais aussi des citoyens. Donc toutes les petites actions qu'on met en place, nous, sur nos événements, ils ont un impact sur les coureurs pendant leur course ou en amont, en aval de leur course, mais ils ont aussi un impact sur le citoyen qui est derrière. Donc, quand on montre qu'un ravito végétarien, c'est OK et que tu manges bien, peut-être que ça permet de faire germer des petites graines, sur d'autres sujets, dans le quotidien, quoi. Donc, voilà, c'est mes deux petits messages de fin. Top. Merci beaucoup, Viva. Et puis, on se dit sûrement à très vite sur les sentiers. Merci beaucoup. Merci. À plus. Merci à toi. Alors l'équipe, on va passer à nos recos. Malheureusement, le meilleur kiné de France, Théo Robin, a dû nous abandonner pour cause de visioconférence. J'espère que vous avez bien bossé, les gars, parce que moi j'ai pas beaucoup bossé, mais j'ai quand même une petite reco à vous proposer. Mais on va commencer tout de suite par la reco de Nico. Allez, moi je poursuis sur mes recos autour de la météo et du climat. Ça fera la transition avec ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Mais plus généralement, le podcast, c'est une émission de France Inter, la Terre au carré, et notamment autour du bilan de l'été 2025 pour comprendre un peu tous les enjeux et notamment pour aller contre tous ces gens qui continuent à nous expliquer que c'est normal qu'il fasse très chaud en été alors que les températures sont bien au-dessus des normales, alors que c'est plus. Enfin, l'ingénieur qui est parmi nous, Mathieu Delpech, pourra nous dire. Je ne sais pas si on peut encore parler de normal dans un système qui n'est plus stable, mais en tout cas, voilà, juste pour refaire encore de la pédagogie, j'aimerais qu'on ait plus besoin de faire de pédagogie en 2025 sur ces sujets-là, mais en tout cas, un podcast à écouter qui est toujours très sympa. Mathieu. Je voulais juste faire un petit retour. Je vais pas vous dire si les normales dans un système qui s'effondre sont toujours applicables, mais je voulais juste faire un petit retour sur ma prise de parole de tout à l'heure. Je suis parti dans un parallèle avec mes contradictions sur l'environnement et ma démarche de haut niveau, puis au final je l'ai pas terminé parce que je me suis laissé emporter par d'autres sujets. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on est conscient qu'on fait aussi partie de ce système et de cette commercialisation. Moi j'ai participé à des community runs, on a fait le podcast aussi, on a bien profité de l'engouement à Chamonix, mais encore une fois, comme sur l'environnement, sur ces sujets-là, c'est pas parce qu'on fait partie du truc et qu'on est à l'intérieur qu'on peut pas se poser les questions sur ce qu'on fait, voir comment on peut mieux faire. Est-ce que c'est OK ou quelles sont les dérives? Donc voilà, je voulais juste finir ma comparaison. Et puis du coup, ma reco, c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas consommé énormément de culture, que ce soit dans tous les domaines. Et là, juste, j'ai un petit podcast. Enfin, j'ai quand même une reco qui m'est revenue il y a quelques minutes. C'est pas un podcast de niche, c'est pas un petit truc. C'est un podcast qui est assez connu, mais que je prends beaucoup de plaisir à écouter, qui est plutôt sur l'humour. Ça s'appelle Small Talk. C'est animé par David Castello-Lopez et c'est produit par Combini. Et il reçoit des personnalités publiques et en fait, il parle de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Donc ça a fait des échanges qui sont assez loufoques, assez super rigolo à entendre. Et David Castello-Lopez est très très fort pour mener ce genre d'interview. Et là, j'en ai pas trop écouté. Enfin, si récemment, en ce moment, ils ont un petit peu ralenti la cadence pendant les vacances. Mais si je devais vous recommander un épisode, ça serait sûrement celui de Raphaël Quenard, qui est assez exceptionnel. Raphaël Quenard, un acteur français qui a vraiment une éloquence. Un Isérois avec une éloquence exceptionnelle et la façon dont il manie la langue française et les mots, tout en ayant son accent et puis sa façon de parler assez particulière, ça fait qu'il est très intéressant à écouter, même quand il parle du cycle des Smarties liposuction. Donc voilà, je vous invite à aller écouter. Probablement qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui connaissent déjà ce podcast, mais Small Talk,
pour les sorties longues où on va pas trop appuyer, c'est cool parce que ça donne le sourire. Et puis moi, je vais terminer avec une reco YouTube avec le documentaire qui s'appelle The Kid, qui retrace le parcours de vie de Hans Troyer, un très jeune ultra-trailer américain qui a récemment terminé 8e de la Western States et qui a une histoire assez folle, hyper inspirante d'un Américain qui est complètement décalé et qui est tombé dans la marmite du trail et de l'ultra avec une passion démesurée. Je vous le conseille fortement. Je connaissais pas cet ultra trailer, mais le documentaire est super bien produit. On le voit notamment réaliser son premier ultra trail et finir complètement déshydraté sous perfusion et derrière il a dû aller passer quelques jours à l'hôpital tellement il est allé loin dans l'effort. Donc voilà, je vous conseille ce documentaire à retrouver sur la chaîne YouTube de Hyperlite Liquid Performance, qui est son partenaire nutrition. Voilà, on a fait le tour les amis. Mais tant qu'on a Viva avec nous, est-ce qu'elle a une petite reco culturelle à nous faire? Voilà. Ah oui, du coup, je lui avais demandé, j'avais voulu anticiper, mais du coup, elle nous en a trouvé une en dernière minute. Viva, c'est à toi. J'en ai trouvé une, mais c'est lié au trail, désolé. Mais pendant la semaine, du coup, j'ai quand même participé à une soirée film, le trail au féminin. Et j'ai vu un super film avec Stephanie Case et Sophie Grant sur tout leur parcours de femmes et de femmes pour avoir un enfant. Donc voilà, c'est un super film que je vous recommande de visionner quand il sera. Et je crois qu'il n'est pas encore vraiment dispo de manière publique, mais il le sera très bientôt parce qu'elle cherche encore des diffuseurs, mais ça ne saurait tarder. Stephanie Case, c'est la femme qui avait été prise en photo en train d'allaiter son enfant au ravito à Courmayeur, c'est ça? Exactement. Non. Même sur Arc of, non pas Arc of Fiction, sur Snowdonia. Ah oui, ok. Cette année. Et qui a gagné sans le vouloir. Enfin, je crois qu'elle savait même pas qu'elle était première. Voilà. Intéressant. Et dont tous les médias suceurs de buzz ont repris l'image. Vous l'avez probablement déjà vu. Voilà. Vous remarquez qu'on est resté dans la courtoisie et qu'on a cité personne, hein, mais en tout cas, moi, il y a quelques comptes de mon compte Insta où je me suis désabonné. On donnera les noms en privé. Abonnez-vous à LTQA, s'il vous plaît. Voilà, donc restez branchés LTQA, c'est là que vous aurez les meilleures infos. Écoutez, merci beaucoup les amis pour cet épisode, pour votre temps. Les auditeurs auditrices, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et surtout à noter le podcast parce que c'est ça qui nous fait grimper et nous faire connaître. Donc on vous dit bonne écoute, à très vite et à dans 2 semaines. Ciao ciao. Bonne écoute à la fin de l'épisode, je crois que c'est trop. Mais bonne écoute. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Ciao. Allez, ciao. Bye bye à tous.